Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. 24 mai 2021. À la surprise générale, le président de la République du Mali, Ban Dao, et son premier ministre, Moctar Ouane, sont arrêtés. Les deux hommes sont conduits manu militari au camp militaire de Kati, situé à 15 km de Bamako. À la manœuvre, un homme, Assimi Goïta, jeune officier de 38 ans, vice-président de la République. Tout comme en août 2020 avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, il est force à la démission et devient de facto le nouveau président de la République. Mais comment comprendre ce nouveau coup de force? Que veut la junte militaire au Mali? Les menaces de la communauté internationale changeront-elles quelque chose? Le Mali réussira-t-il sa transition? Trois Maliens avec moi pour en parler. Yamoudou Keïta, vous êtes le président de l'URDAC Mali, section France. L'URDAC, unité de réflexion et d'action pour le Mali. Membre du M5, le mouvement du 5 juin, et qui aujourd'hui n'est pas totalement hostile, en tout cas à la junte militaire. Que veut faire la junte militaire du Mali et de sa démocratie? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mahmoud Alpha Bonkane Maïga, vous êtes journaliste spécialiste du Sahel, auteur du livre Le Mali ou le chaos généralisé. Les Maliens trouveront-ils les moyens de sortir ou d'éviter le chaos que vous avez prédit? On en parle également au cours de cette émission. Merci à vous. Merci, monsieur. Nous allons voir ça. Bala Sissé, juriste, docteur en droit, constitutionnaliste, vous avez la plume fertile en ce moment puisque vous écrivez plusieurs articles sur les différents moments que traverse votre pays. Vous nous direz au cours de cette émission si la Constitution de février 1992 est toujours en vigueur au Mali et si elle reste encore la norme suprême. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il aura réussi 2 coups d'État en 9 mois. Le colonel Assimi Goïta est désormais le maître absolu du jeu politique malien. L'homme a tout simplement déposé ce 24 mai le président Ban Dao et son premier ministre Moctar Ouane. Et c'est son conseiller spécial Baba Sissé qui s'est empressé d'expliquer aux Maliens les raisons de ce nouveau coup de force extrait. Nonobstant les interpellations et négociations diverses engagées par le vice-président auprès des chefs d'État de la sous-région et de certaines chancelleries présentes au Mali, en vue d'amener le président de la transition et le premier ministre à respecter les prescriptions de la charte de transition, ceux-ci sont malheureusement restés persistants dans leur posture. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Monsieur Maïga, commençons notre émission par une question simple. Comment comprendre la facilité avec laquelle on peut arrêter dans votre pays, le Mali, un président de la République et son premier ministre? On a le sentiment que le président vit au milieu d'un marché ou dans un moulin accessible à tout le monde et on peut les arrêter aussi facilement. Comment comprendre cela? Il n'y a pas beaucoup de pays sur le continent où la chose est possible. Il y a 2 facteurs. Le premier, c'est que le Mali est un pays fatigué. Depuis 1991... À ce point-là? Oui, depuis 1991, la chute de Moussa Traoré, le Mali est entré dans une espèce de... était hors de gouvernance. C'était un système de propagande, de mise en place d'une démocratie tropicale, je l'ai bien dit, dans le Mali, le chaos généralisé que vous avez en main. Et
Le Mali s'est trouvé dans une situation de non-contrôle d'État. Le contrôle d'État, je maintiens. Il n'y a pas d'autorité d'État. Il y a quand même une garde républicaine, il y a un service de sécurité présidentielle. Oui, bien sûr. Comment se fait-il qu'on peut arrêter aussi facilement le président de la République sans le moindre accrochage, sans rien du tout? Entendons-nous, le Mali était entré dans une situation de no man's land politique. Et no man's land d'autorité militaire. Tout était permissif, tout était ouvert. Oui. Bon, un président, on peut l'arrêter à tout moment et sans effusion de sang. Sans effusion. Enfin, moi, je n'entendais pas ça, mais au moins qu'on nous explique qu'il y a eu, au moins de petits accrochages. En tout cas, ce n'est pas le cas. Les deux hommes. Mais ce que M. Togbé, oui. c'est que les militaires, le système de contrôle et de défense était silencieusement d'accord avec l'action militaire qui arrive. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est ainsi que je le comprends. Le colonel Assimi Goïta a la mainmise sur l'armée malienne aujourd'hui, à la maîtrise totale des officiers supérieurs de l'armée en tout cas. C'est la conclusion qu'il faut en tirer. Bien entendu, ce sont des jeunes officiers très bien formés et qui ont été frustrés pendant des années avec toute la gabégie qu'il y avait à la hiérarchie de l'armée. Oui, on en parlera mais un peu plus tard. Vous faites bien de le préciser parce qu'on vient d'écouter Baba Cissé, le conseil spécial du vice-président. C'est des hommes il s'agit d'officiers bien formés. Bien formés, absolument. Voilà, ça se voit. En tout cas, ce n'est pas des plaisantins. Il faut les prendre très au sérieux, ces gens. Très rapidement, Bala Cissé. Alors, parlons concrètement maintenant de ce qui s'est passé. Le vice-président évoque par la voix de son conseil spécial les grèves des travailleurs qui paralysent le pays, situation de blocage qu'il impute au président de la République et à son Premier ministre. Ce qui est étonnant, c'est que, est-ce qu'on doit comprendre qu'à chaque fois qu'il y aura des grèves au Mali, il faudra destituer le président de la République? Alors, pour répondre à votre question, d'abord, il faut me permettre quand même pour paraphraser un auteur qui m'est trop cher, Cheikh Hamidou Kane disait la chose suivante, là, je prendrai l'aventure ambiguë, que l'aventure de la junte malienne sous l'autorité du colonel Goïta est douteuse, car il y a eu beaucoup d'erreurs dès le début de la transition jusqu'à l'arrestation du président de la transition, du vice-président de la transition. Beaucoup d'erreurs, dites-vous. Lesquelles? Très rapidement. Lesquelles? On a passé le temps, très rapidement. La première chose, c'est quoi? L'élaboration de la charte de la transition pose beaucoup de problèmes. Il n'y a pas eu de consensus sur l'élaboration de la charte de la transition. Ça, c'est une. La deuxième chose aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, la lutte a été parachevée par l'armée, or que l'armée a mis de côté le M5. On reviendra sur là-dessus. Mais encore, l'armée a oublié le peuple malien. Mais avant de répondre à ça, parce qu'il y avait quand même il y a un problème, il faut chercher les causes lointaines qui ont amené à cette situation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Mali, comme monsieur il vient de dire, Maïga vient de dire, c'est simple, il faut retourner jusqu'à le premier coup d'État du Mali. Toujours, c'est les sous-officiers. Les sous-officiers, il y a les plus gradés dans l'armée qui n'ont pas les pouvoirs. En réalité, manque d'autorité. Quand est-ce qu'il y aura les tours, qu'il n'y aura plus de coups d'État au Mali? On ne sait pas. Vous comprenez ce qui s'est passé? Ça reflète. Vous comprenez la destitution du président de la République? La destitution reviendra d'un point de vue du droit. Est-ce que le vice-président de la transition regarde la charte? C'est une autre question. Mais ça, on reviendra d'un point de vue sociologique, la réalité malienne, c'est possible. Vous avez compris ce qui s'est passé. Je l'ai dit, le RDAC Mali est proche aujourd'hui, disons les choses clairement, de la junte militaire. Vous faites partie du M5. Le M5, aujourd'hui, c'est la formation politique au Mali, ou du moins la coalition politique au Mali, plus ou moins proche de la junte militaire. Vous avez compris les motivations de la junte militaire qui a déposé ce 24 mai le président et son Premier ministre, outre la question des grèves. Mais la question vaut aussi pour vous, la question des grèves. On dit parce qu'il y a des grèves, il y a du blocage, nous ne pouvons pas accepter que ça persiste et continue. Nous avons donc déposé, nous avons pris la responsabilité, nous avons déposé le président de la République. C'est un argument que vous comprenez? Merci M. Togbé déjà pour la question et je salue nos téléspectateurs. Alors le M5, je ne dirais pas que c'est un mouvement politique, je ne dirais pas ça. En tout cas, c'est un mouvement qui a, comment on appelle, qui a contesté certains faits, la gouvernance de l'IBK, et puis le régime a chuté. Maintenant, c'est un mouvement en construction, c'est cela. Alors,
les motifs du dépôt du président de la République et du Premier ministre, moi je comprends, en tant que membre du M5, mais aussi connaissant bien l'historique de ces faits et sachant bien que ce motif n'est pas le seul. Il y a aussi les motifs d'obstruction à la révocation, à la loi. Le changement de deux officiers en charge de la défense oui. et de la sécurité. Oui. En charge de la défense et de la sécurité. Ça, c'est pas cité, mais en gros, ce qui est cité, c'est un peu tout ce qui relève des prérogatives du vice-président. Le colonel Sadio Kamara de la défense et Modibo mais c'est pas cité dans la déclaration du conseil spécial du vice-président. Mais ce qu'il dit, en réalité, qui me parle personnellement, c'est les obstructions à la justice. C'est les manquements au vice-président d'assumer toutes ses prérogatives. Donc de le consulter selon l'esprit de la charte, voilà. Mais en même temps, les décisions relevant de la défense et de la sécurité, de l'imprégner de cela et de lui laisser jouer tout son rôle. Bon. Moi, je pense que tous ces facteurs cumulés... C'est intéressant. Voilà. Le dernier point que vous évoquez est intéressant. On a un juriste avec nous. Vous êtes constitutionnaliste. Le président de la République, Bandao, était-il obligé d'obtenir la validation du vice-président, notamment en ce qui concerne ses nominations? Bon, ça, je pense que le problème est qu'il faut qu'au Mali, d'ailleurs, je pense que le terme président de la République n'est pas approprié. Le président de la transition. Le président de la transition. Pourquoi? Le Mali reste une république. Le Mali reste une république. La véritable question pour répondre à votre question, c'est quoi? C'est poser la question, la composition du gouvernement doit-elle être soumise à l'avis du vice-président concernant les questions de la sécurité de la défense au regard de la charte? La réponse est claire. Au regard de la charte, l'article 7 est clair. Lorsque les questions qui concernent la sécurité et la défense, il faut l'accord du vice-président de la transition. Le président Bandao a failli sur ce point. Dans ces cas, s'il y a un manquement, il n'y a pas un accord, le vice-président peut invoquer la violation de l'esprit et la lettre de la charte de la transition. Mais attention, je fais partie de ces juristes maliens qu'on a relevé que la charte est une paraconstitution. C'est-à-dire une constitution à côté de la constitution. Ça pose un problème quand même. Parce que, qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que la charte fait référence à la constitution. Lorsqu'il fait référence à la constitution, quelle est la norme suprême? Est-ce que c'est la charte qui prime sur la constitution? La charte a réglé cette question. Lorsqu'il y a une contradiction entre la charte, les dispositions de la charte et de la constitution, c'est la charte qui s'applique, qui prime sur la Constitution. Mais si on va aller sur l'esprit de la Constitution et la lettre de la Constitution, la charte, que dit la charte? Est-ce que le président de la... On va être concret et précis, on n'a pas assez de temps. Le vice-président, le président de la République, enfin, le président de la transition, était-il obligé de soumettre au vice-président la liste des personnes qu'il a nommées? Votre réponse, c'est oui. Ma réponse, non. Ma réponse est simple. Sur des questions de la défense et de la sécurité. Regarde les deux colonels là, qui ont été révoqués, le colonel Sadio Kamara de la Défense, le ministre, on va dire, les deux ministres, Sadio Kamara de la Défense et Modibo Kone de la Sécurité, leur emplacement aurait dû recevoir la validation du vice-président. Ce que le président n'a pas fait. S'il n'a pas fait, c'est une violation de la charte. Ma réponse, il ne faut pas oublier, parce que du fait que la charte fait référence à la Constitution, si on va appliquer la Constitution, parce que j'étais parmi ces jours qu'on a dit arrêtez de ne pas appliquer. C'est pour ça que je disais dans mon introduction, vous, juristes, vous nous direz dans cette émission, qu'est-ce qui prévaut aujourd'hui au Mali? La charte ou la transition? La charte. La charte. Mais j'ai fait partie de ces juristes qu'au début, il fallait suspendre la charte, d'assumer les coups d'État, parce que les 18, on n'a pas assumé les coups d'État au Mali. C'est ça les problèmes au Mali. Il fallait assumer les coups d'État, de suspendre la Constitution, de faire une nouvelle charte de la transition avec le consensus. Mais je suis désolé pour vous dire aujourd'hui, là, ces problèmes, c'est ambigu. C'est pourquoi je parle que l'aventure de la junte était douteuse. Parce qu'en réalité, en conservant la Constitution, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Parce qu'au regard de la Constitution, le président de la transition et les premiers ministres n'ont pas besoin de soumettre, aucune obligation de soumettre la liste totale du gouvernement. Mais les postes clés de la défense et de la sécurité, il aurait fallu la validation du vice-président. S'il n'a pas fait au nom du serment, parce que le conseil spécial du vice-président fait référence implicitement à l'article 10 de la charte, le serment, dans ces cas, la destitution. Monsieur Maïga, maintenant l'aspect politique des choses. Le président Bandao est quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un qui a... Vous savez, le Mali, c'est un grand pays. On ne va pas faire dans cette émission comme si le Mali ne l'était pas. C'est un grand pays, notamment par la qualité de ses hommes. Le président Bandao savait sans doute que dans les circonstances que traverse aujourd'hui le Mali, il faut du consensus politique. Comment se fait-il que, alors que les prérogatives du vice-président lui confère, n'est-ce pas, le droit de donner son accord par rapport à cette domination, et le président ne le respecte pas?
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre cette erreur de la part du président de la transition? Mais en lecture politique, tout simple, je ne suis pas dans le système juridique que mon frère est en train d'expliquer de manière technique, mais de l'observation politique, du QDAM, c'est que le président de la transition n'avait pas compris qu'il y avait un renouveau du Mali. Il y avait quand même la mise à l'écart d'une incurie généralisée. L'incurie généralisée, ça s'est incarné depuis 2013, avec l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta, sur lequel le Mali entier a compté. Et on s'est rendu compte qu'il était dans une incapacité totale de diriger un pays en crise. D'accord, mais Ibeka n'est plus au pays. Il n'est plus là. Il n'est plus là. On ne parle plus de lui. On parle des événements. Oui, récents. des événements du août dernier, quand il y a eu... c'est une déposition, on l'a déposé. Oui. Ibrahim Boubacar Keïta a été déposé pour incompétence. Je le dis haut, fort et clair. Il a été déposé pour incompétence. Eh bien, arrive... par ces jeunes militaires qui étaient frustrés. Mais frustrés par rapport à quoi? Toute l'insécurité au Mali, les déperditions. Le président Bandaoue est responsable de la sécurité? Non, pas lui. Il s'agit, je parle des jeunes qui ont pris le pouvoir. En chassant Ibrahim Boubacar Keïta. Maintenant, ils ont le pouvoir aujourd'hui. C'est tous des militaires, des officiers disciplinés et de terrain. Mais ce qu'il faut... Qui, au regard de la décision générale de l'État, n'avaient aucune action autorisée sur le terrain. D'accord. Les gabégies au niveau de la hiérarchie militaire, les détournements d'argent, les difficultés dans l'équipement de l'armée, dans les stratégies du combat, tout a été phagocyté. C'est ça qu'ils ne veulent plus. Ces jeunes ne voulaient plus de ça. Ils étaient sur le terrain. Et pour l'indiscrétion journalistique, j'allais dire que le jeune Goïta, pour qui je n'ai que du respect, il a été dans ces unités encerclé par le MNLA. Oui. Il a été prisonnier un moment. Oui, mais ça c'est personnel, c'est individuel. C'est individuel. Voilà. Individuel ajouté à individuel, ça donne une collectivité. D'accord. Voilà. Et une révolte possible. Parce que, j'aurais fini, lorsqu'un militaire, un officier qui a le sens de l'honneur de l'officier, lorsqu'il est frustré, il devient un révolté. Mais on est d'accord que c'est un coup d'État ce qui s'est passé, de toute façon. Mais bien sûr. C'est un coup d'État, on est d'accord. Oui, on est d'accord là-dessus. Un coup d'État, parce que moi, je fais partie des gens, des intellectuels qui ne croient pas à la dictature de ce qu'on appelle la démocratie en Afrique, que j'ai appelé dans ce livre que vous avez lu, la démocratie tropicale. Le coup d'État peut être un moyen d'accession au pouvoir. Non, pas d'accession au pouvoir, de changement des données. Oui, c'est la même chose. Oui, mais quand cela ne tienne. Pas le résultat, c'est la même chose. Non. Mais c'est un coup d'État que vous comprenez. C'est un coup d'État que je comprends et que j'acquiesce totalement. Si vous l'appelez coup d'État. Pour moi, c'est une refondation. Vous l'appelez comment? Quand on arrête une refondation et une rectification. D'accord. C'est la démocratie tropicale. Le moins qu'on puisse dire très rapidement, M. Keïta, et vous allez nous l'expliquer puisque vous êtes du M5 et vous, visiblement, vous allez accompagner aujourd'hui, la politique que va mener cette junte militaire. Quand on prend la facilité avec laquelle les deux hautes personnalités ont été déposées et la décision des travailleurs de cesser immédiatement la grève, après cette situation, comment comprendre ça? Comment expliquer que les grèves aient cessé aussitôt que le président et son premier ministre ont été déposés? Alors, est-ce qu'il y a une instrumentalisation finalement à des fins politiques des grèves au Mali ou pas? Ça, instrumentalisation, peut-être il y en a, mais dans ce cas précis, moi je comprends bien, dans la mesure où tous les Maliens sont unanimes qu'il faut que cette transition réussisse. Oui. Voilà. Donc, les fonctionnaires ne sont pas allés en grève par plaisir.
quand vous prenez le discours de Bandao en Côte d'Ivoire, lors le discours de l'ancien président de la transition, Bandao en Côte d'Ivoire, Oui. quand la première grève de l'UNTM, comme on appelle, pointait à l'horizon, il a tenu un discours qui n'était pas très adapté à la situation. Puisqu'il pensait que si quelqu'un aimait le pays, est-ce que c'était le moment de faire une grève? Moi, je crois que ce n'était pas déjà une façon de parler, mais mieux. Quand la transition s'est installée, puisque une des tares de notre démocratie, c'est d'avoir été une démocratie de privilèges. Ils ont continué la distribution de privilèges. Donc, au Bandao, la transition s'est installée sur les anciens privilèges du régime sortant. Quand vous parlez de privilèges, vous parlez de quoi, précisément? Quand je parle de privilèges, je parle de tout ce qu'il y a comme avantage économique, de tout ce qu'il y a comme avantage juridique. C'est cela. Or que la majorité des Maliens, on connaît leurs revenus, dont les fonctionnaires qui sont, en gros... Sauf qu'ils n'ont pas reçu satisfaction à leur revendication. Et ils n'ont pas reçu satisfaction. Mais ils ont repris le travail. Donc, c'est quoi le gage pour eux? Là, aujourd'hui, moi, je pense juste, il y a quelque chose qui a manqué avec Bandao, que nous, en tout cas, au niveau de l'URDAC, nous avons toujours regretté, c'est le manque d'inclusivité. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls à le relever. Aujourd'hui, il faut concerter les Maliens. Il faut impliquer le peuple malien dans les prises de décision. Du coup, je comprends le fait que l'UNTM ait suspendu son mot d'ordre de grève. L'Union nationale des travailleurs du Mali. Dans la mesure où je suppose qu'ils ont été consultés par les nouveaux tenants du pouvoir, qui ne sont pas des anciens non plus, notamment Assimi Goïta et son équipe, pour peut-être leur faire comprendre un certain nombre de choses dont je ne suis pas dans les secrets, mais pour vous dire que ça n'est pas étonnant. Il n'y a pas eu d'instrumentalisation politique. Je ne le crois pas. Vous ne croyez pas? Je ne le crois pas. Martine Couton, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Mali. Au Mali où le 24 mai dernier, le président de la transition, Bandao, et son premier ministre, Moktawa, ont été déposés par la junte militaire. Monsieur Maïga, très rapidement, quand je vous invitais à participer à cette émission, vous me disiez que le colonel Assimi Goïta et ses compagnons d'armes revendiquent une forme d'idéologie et vous les compariez, et ils se comparent plutôt à Thomas Sankara. Quel point commun y a-t-il entre eux et Thomas Sankara? Oui, ils étaient trop jeunes du temps de Thomas Sankara que j'ai fréquenté. Personne. Ils étaient des enfants. Oui. Ils étaient des enfants. Bon, c'est l'idéologie se transmet au-delà de la naissance. Bien sûr, on est d'accord, tout à fait d'accord. Eh bien, le modèle Thomas Sankara, ces jeunes l'ont pris. Ils ont pris ce modèle-là, mais non pas pour régler des comptes à l'intérieur du pays, mais parce qu'ils sont imprimés, et ça les a occupés moralement, psychologiquement, et au niveau de la formation militaire, la qualité de l'homme en tenue. Oui, Thomas a été un modèle. Je l'appelle Thomas parce que j'ai vécu chez lui. Au-delà de... On n'entre pas dans les choses personnelles. Eh bien, ces jeunes... Et face à l'effondrement de l'État, et dans le livre que vous avez, il y a... Le Mali ou le chaos généralisé, oui. Oui, il y a un chapitre consacré au Mali ou l'effondrement de l'État. Ces jeunes qui étaient frustrés sur le terrain, les soldats avaient faim, l'équipement manquait, les munitions étaient vétustes. Et Assimi Goïta fait partie de ces officiers qui dirigeaient les troupes sur le terrain. Sans moyens, sans aucun moyen. Au point qu'il y a des officiers qui, avec leurs troupes, ont été encerclés par les rebelles. Je ne parle pas de djihadistes. Les djihadistes n'est pas arrivé encore. Encerclés, emprisonnés, il a fallu des interventions. Ils sont de vaillants soldats, oui. Voilà, de vaillants soldats. Oui. Bon, la frustration est là. Face à la politicienne classe, comme je l'appelle, la politicienne classe du Mali, qui a donné le spectacle de son incurie, le spectacle de son incapacité de gérer la chose politique du pays. Ce que vous dites, c'est intéressant. Tous ces hommes politiques qui s'égosillent aujourd'hui à dire ceci ou cela, et ce matin, sur une chaîne consoeur de la vôtre, j'ai entendu
un ancien ministre parler, mais je l'ai trouvé parfaitement ridicule. Un ancien ministre de quel pays? Du Mali. Du Mali. Oui, d'accord. Un ancien ministre. Pour raison de prudence et de pruderie, oui. je ne dis pas son nom, je le connais en personne. D'accord. Eh bien, je l'ai trouvé parfaitement ridicule. Parce que la politicienne classe du Mali est incapable de sauver ce grand pays. Ils ont donné le spectacle. Et eux, ils ça le fait feront. 30 ans. Eux, ils le feront. Et les militaires le feront. Dans un État qui s'est effondré, oui. il faut une relève de la classe sociale la plus organisée dans le monde entier. Oui. C'est-à-dire l'ordre militaire. Remettre les choses en place. On est tout à fait d'accord. Voilà. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue et c'est ma conviction absolue. Bala Cissé, très rapide, ce que dit M. Maïga est simple, vous êtes malien. Ce qui se passe aujourd'hui, si on résume sa pensée, c'est le résultat des errements politiques du Mali des 20 dernières années, en gros. Alors, moi je vais aller plus loin. Comme je partage ce que M. Maïga vient de dire sur l'analyse sur le Mali. Mais moi je pense que je ne suis pas là aujourd'hui pour faire un procès contre la junte, ni contre la classe politique, mais je suis là pour le procès, pour l'avenir du peuple malien, en tant que Malien, en tant que citoyen engagé. C'est idéologique, ça. C'est une bonne posture. Mais avant que vous nous parliez de l'avenir, on va parler de l'avenir. Parlons droit, très rapidement. Oui. Droit. Qui est aujourd'hui, juridiquement parlant, le président légal du Mali? Alors, ces points de vue, c'est là où que je vais être désolé. Là, ce n'est pas un procès d'intention contre la junte. Je pense là où aussi... Là, je pense que la junte a fait une erreur en faisant la duperie aussi, en rédigeant la charte de la transition qui est rédigée lapidairement. Parce que dans la première version de la charte de la transition, la vacance du pouvoir a été réglementée. Mais tandis que la version officielle, vous avez dit, il n'y a pas vous avez dit dans la première partie de cette émission qu'aujourd'hui, ce qui prévaut, et c'est très étonnant même, passons, ce qui prévaut, c'est la charte et non la Constitution. Mais la charte ne règle pas la question de la vacance du pouvoir. Ben alors, c'est pour ça que je vous pose qui est aujourd'hui le président de la transition? Parce qu'en réalité, juridiquement, il n'y a pas de texte. L'absence des textes profite à qui aujourd'hui? Le vice-président de facto, le président de la transition. Pourquoi il est président de la transition? Tout le monde le sait quand même. Parce que je fais partie de ces juristes maliens. À l'époque, on a critiqué, on a dit, ils pensent qu'on fait un procès d'intention. Je suis désolé aujourd'hui pour dire au Mali, l'acte fondamental, l'acte fondamental qui a été rédigé, et c'est la révision de l'acte fondamental qui a donné naissance à la charte de la transition. Bon, il aurait fallu abroger la Constitution. Il fallait assumer. Le coup d'État un chat 2020 et abroger la Constitution. De dire clairement, et s'en tenir à la seule charte. De dire, c'est fini la Constitution du Mali. Si on s'en mais ils tient n'ont à la pas charte. fait ça. Mais si on s'en tient à la charte, la Constitution, c'est ce que vous la proposez. Charte, aujourd'hui, la charte est incapable de résoudre la question de la transition. Mais dans l'article 4 de la charte de la transition, dès lors qu'il y a là, si c'est la démission, parce que moi je me dirais, c'est la démission militairement assistée. Dans ce cas, il faut convoquer l'esprit de l'article 4 de la Constitution. La lettre, c'est quoi? C'est désigner un comité aujourd'hui qui va désigner le président. Attention encore, c'est toujours, parce que la junte a la même mise toujours sur la transition. Bah là, si c'est, dites-nous, vous êtes juriste, le moment, il faut dire les choses avec précision. On est clair, légalement... Au moment où on est en train de faire cette émission, qui est le président du Mali? Si on va appliquer la charte de la transition, Assimi Goïta n'est pas la lettre, dans l'esprit, lorsque le président n'est pas là et qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution, de la charte de la transition, il devient le président de facto. C'est un président de la transition des faits, pas du droit. Légalement, il n'est pas. De toute façon, la Constitution malienne ne prévoyait pas à la base le poste de vice-président. Il était toujours, mais en réalité, c'est ça que je vous avais dit, j'étais clair sur ce point. Donc, en réalité, il était toujours le président de la transition, il a juste donné le pouvoir de ne pas donner. Il y a trois choses qu'on ne confie pas à une personne. Je suis désolé de vous dire, c'est la femme, l'argent, le pouvoir à un proche. Il a confié le pouvoir à un proche parce qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant qui a nommé Bandaou et qui a nommé Mokhtar Ouane. Parce qu'on ne connaît pas la composition du comité. À l'époque, j'ai fait partie de certains juristes maliens qu'on a fait une proposition de la charte de la transition. Je suis d'accord avec M. Keïta, parce que le consensus était absent au rendez-vous. Je pense que l'erreur de la junte de la transition, c'était de faire tout en solo, inéluctable. Mais ce que je ne comprends pas, j'ai ici un décret portant abrogation du décret ayant nommé le secrétaire général de la présidence, et le chef d'état-major du personnel du président qui a été démis de ses fonctions. Un décret pris le 26 mai par le colonel Assimi Goïta, vice-président. C'est signé vice-président, 26 mai 2021. Et il commence le décret par, vu la Constitution, première ligne, vu la charte,
Et vous me dites, la constitution du Mali n'est plus valable. Qu'est-ce qu'on fait dans ce il y a cas? Lui-même cohérence. prend un décret où, dans la hiérarchie des normes, il place la constitution en haut et décrète l'abrogation du décret du président Bandao. Et vous me dites, la constitution ne prévaut pas au Non, Mali. mais j'étais clair sur ces points. C'est ça, ces problèmes, c'est la junte qui a créé ces problèmes dans l'esprit des têtes de Mali. La confusion amène des... Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Parce que de dire la charte fait renvoi chaque fois à la Constitution. Parce qu'en réalité, si on lit la Constitution, l'article 36 de la Constitution est clair. Vacances temporaires du pouvoir, c'est le Premier ministre qui assure. Il ne s'agit pas de vacances. L'empêchement temporaire. Mais ici, nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes quel qu'en soit dépôt ou destitution ou coup d'État. En réalité, la charte même est inapplicable aujourd'hui. Il faut rappeler un chat par un chat. Vous dites qu'il ne s'agit pas de vacances de pouvoir. Il y a quoi? Il ne s'agit pas de vacances de de quoi pouvoir. s'agit-il? Il y a eu blocage de l'État. Blocage de l'État, intervention de l'armée pour remettre les choses en place. Ah oui, mais il n'y a aucune disposition ni de votre constitution, ni de la charte qui prévoit. Mais quand même, lorsque l'armée est intervenue pour remettre les choses à l'endroit, eh bien, il a fallu quand même une charte à laquelle ont été associées les sociétés civiles et les partis, sociétés civiles et partis politiques. Monsieur Maïga, oui. En déposant ce 24 mai, le président Bandao, le colonel Assimi Goïta a appliqué quelle disposition de la charte? Non, parce que la charte... quelle est la disposition de la charte qui prévoit qu'on dépose le président de la transition? Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas donc prévu dans la charte. Oui, la charte... On est d'accord. On est d'accord que la charte a été violée. La charte n'est pas une parole d'évangile. C'était une convention. Le motif avancé pour déposer le président, c'était qu'il viole la charte. L'article 10, c'est serment. L'article serment, c'est l'article qui fait référence à l'article 10. Je dis très bien, l'État en fragilité, la charte n'étant pas une... n'est pas du courant. À un moment donné, l'action politique doit avoir des fondements juridiques. On ne se comporte pas n'importe comment. Oui, mais ça a été c'était de la précipitation. Lapidaire, il faut dire, la charte a été rédigée lapidairement. Moi, je pense quelque chose de précipité, oui. une convention pour apaiser les situations. C'est une charte octroyée. Bon, c'était tout. Donc, la charte a été violée par le président Bandao. Et pour faire respecter la charte, le colonel Assimi Goïta viole lui aussi, lui-même. Oui, mais bien sûr. On va dire ça comme ça. Mais bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Dao et son premier ministre ont violé la charte dans ses conventions, c'est-à-dire les accords politiques et politico-militaires à l'échelle internationale. Le président de la transition et son premier ministre l'ont violé. D'accord. En rapportant des documents secrets, des documents d'État. Ou à très haut niveau, s'il vous plaît, à très haut niveau militaire, ça a été dévoilé ici à Paris. D'accord, mais on n'est pas dans le secret de ce genre de choses. Non, je parle en tant que journaliste. Absolument, je vous comprends tout à fait. Avançons, Monsieur Keïta. C'est fait, et voilà. Les faits sont là, il faut constater. Voilà. Légal ou pas légal, respectueux de la charte ou pas, c'est fait. Assimi Goïta aujourd'hui devant les faits. Voilà, de facto le président. Et la question, c'est quel est, chez vous, au M5, qu'est-ce qui vous attire chez la junte militaire? Quelle est l'offre politique qui obtient aujourd'hui votre adhésion pour continuer à animer avec la junte la transition au Mali? Alors, je précise, je suis là au titre de l'URDAC Mali. De l'URDAC Mali, bien sûr. Mais juste un mot sur la question de qui est le président du Mali aujourd'hui. Là, à l'instant T, c'est Assimi Goïta qui assure l'intérim. Mais en attendant... Il assume quoi? L'intérim, on va dire ça comme ça. L'intérim dans l'intérim. En attendant que la Cour constitutionnelle se prononce. Moi, je pense... La Cour constitutionnelle. La charte étant un complément de la Constitution, ça veut dire que les institutions légalement établies et définies dans la Constitution sont aussi là. Maintenant, si on se focalise sur la question des normes juridiques par rapport au cas malien, on risque de ne pas trouver la solution. Il faut plus prendre l'exception. C'est tantôt la Constitution, tantôt la charte. J'en viens. Nous sommes de cette structure qui déjà ne trouvait pas normal
La cohabitation des deux normes. Des deux normes. Qu'on D'accord. mette même une constitution, une loi fondamentale au-dessus de la constitution, comme Bala l'a dit. Nous n'étions pas d'accord avec. Mais malheureusement, ça a été consommé par le M5. Quand vous prenez la charte, le M5 est partie prenante de la charte. Donc, il a été dit que l'exécution se fera avec les organes de la transition, qui est le président de la transition, le Conseil national de transition, un poste de vice-président qui n'existe pas dans la Constitution, qui a été créé pour la circonstance, et je pense pour apporter les solutions. Et moi, je crois que la question fondamentale est là à ce niveau. La crise que traverse le Mali, comment y apporter les réponses. Parce que la Constitution malienne, malheureusement, ne répondait plus depuis que Ibeka était au pouvoir. Depuis 2013. Car un des problèmes d'Ibrahim Boubacar Keïta se fit quoi? C'est qu'il n'a pas arrêté de violer la Constitution. Et pourquoi d'ailleurs? Pour appliquer des accords qui sont anticonstitutionnels. Je vous donne l'exemple de l'accord d'Alger, qui met le Mali sous tutelle, qui fait que la gestion de notre pays est extériorisée, comment on appelle, en foulant au pied la souveraineté du peuple, qui ne décide plus de rien. Aujourd'hui, ce qui lie le Mali à la diplomatie internationale, à la gouvernance mondiale, c'est un accord dit qu'on nomme accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, qui n'est autre que la violation de notre Constitution. Et c'est cet accord-là qui prévoit toutes les réformes que le Mali doit faire, qui doit être accomplies par la transition en place. Monsieur Maïga l'a dit. Donc, pour en finir, je veux juste dire, aujourd'hui, c'est l'aspiration du peuple qui compte à la paix, à la sécurité. Comment permettre à l'État malien de reprendre et d'avoir le commandement militaire. Comment permettre à l'État malien d'être présent sur toute l'étendue du territoire malien. Donc, sur ce plan-là, je suis désolé. Non, mais bien sûr. Monsieur Maïga, vous allez revenir tout à l'heure. C'est pour vous continuer. Les trois quarts du pays aujourd'hui, je suis journaliste de terrain, je ne suis pas journaliste de bureau. Voilà, je peux attester justement que les trois quarts du Mali ne sont pas sous contrôle de l'État malien. Donc, pour finir, je propose, on reviendra tout à l'heure évoquer, esquisser si vous voulez, ce que vous, Maliens, vous estimez être les solutions, en tout cas les bonnes, pour reconstruire le Mali que vous voulez, le Mali de demain. Mais ce sera après une pause. Ce sera après une coup de pause. À tout de suite. Merci. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, le numéro de ce jour, est consacré au Mali. Les menaces de la communauté internationale auront-elles un quelconque impact sur la junte militaire? Avant d'en parler, écoutons ce qu'en dit ce Malien. Il s'appelle Mohamed Sanous Nientao. Il est le président de la section UDD de Mopti. Au lieu d'une sanction brutale, il faut aller à la négociation avec les responsables militaires concernés pour une solution négociée. Il faut également faire comprendre clairement aux politiques qui entravent la bonne marche de la transition pour des intérêts politiciens que cela doit cesser. L'insistance de certains partis ou groupements politiques pour avoir forcément des postes ministériels dans le gouvernement de la transition avec des exigences intenables pour le président Badao et son premier ministre Mokhtar Ouane, sont également en partie, je dis bien en partie, responsables de la dégradation de la situation. Oui, nous avons des reproches à faire aux militaires qui viennent d'agir et nous condamnons la méthode et l'action, mais il faudra faire autant pour certains partis politiques, groupements politiques, voire personnalités du pays ou organisations qui jouent à un jeu de pourrissement au moment où le monde entier est au chevet du Mali et la nation malienne a besoin d'être en communion pour vaincre ses ennemis. Le président français Emmanuel Macron, face à la situation malienne, parle de coup d'État dans le coup d'État et parle également de sanctions ciblées. Concrètement, ça veut dire quoi, M. Bala Cissé, quand la France et l'Union européenne parlent de sanctions ciblées, quand on sait que ces gens n'ont certainement pas de compte en banque en France, ils ne viennent pas passer leurs vacances à Saint-Tropez, à quoi ressembleraient concrètement les sanctions? Alors, pour répondre à votre question, on peut s'interroger sur le rôle des acteurs externes sur la crise malienne.
y compris dans ce qui s'est passé le 24 mai dernier. C'est-à-dire que vos questions sont très importantes. Quels sont les effets, les sanctions auront-ils sur qui? Est-ce que c'est sur le peuple et sur une oligarchie? Non, il parle de sanctions ciblées vis-à-vis des membres de la junte militaire. Je suis désolé, en réalité, il ne peut pas sanctionner la junte militaire parce que ce sont des gens, ils ne sont pas formés en France ou dans les pays de l'Union européenne, c'est la Russie, la majorité. Je suis désolé, les sanctions, c'est le peuple qui est perdant dans l'affaire. C'est pourquoi je vous avais dit dès le départ, je suis là pour un procès. Il ne faut rien faire. Il peut faire beaucoup de choses, bien sûr, parce que nous sommes dans un monde mondialisé aujourd'hui, mais comme M. Keïta l'a su bien dit, le problème du Mali, c'est quoi en fait? Ce n'est pas un problème entre les anti-français, les pro-russes ou les pro-M5, pro-religieux. Le problème du Mali, c'est un système qui rejette les compétences. C'est là que je vais rejoindre M. Maïga, qui est le principe que les politiciens maliens qui fait des tontines politiques qui ne datent pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème du Mali, c'est quoi? S'il y a l'unité, parce que le changement a un prix. Si on veut changer le Mali aujourd'hui, c'est l'unité. Je parle en tant que citoyen malien. Qui t'a dit? Je m'en fous de ces principes-là de la communauté internationale. Si la souveraineté existe, je suis pour, c'est là que je vais rejoindre l'armée. S'il y a eu des trahisons des secrets d'État, ce n'est pas la junte de déposer le président de la transition, c'est plutôt la Cour suprême qui est là, qui peut faire ses rôles. Mais là où je vais rejoindre au niveau de ces sanctions, je pense qu'aujourd'hui, le peuple malien, on a des solutions, c'est quoi? On va proposer, ce n'est pas des critiques, ces deux solutions sont simples. Soit on va assumer que la souveraineté appartient au peuple malien. On peut remplacer la République même par un régime qui fait la... Et ça suppose quoi? Dans ces cas, on peut donner les pouvoirs à la junte. On fait comment? De donner les pouvoirs à la junte. Ben, ils l'ont déjà. Non, ils n'ont pas. Elle a déjà. Non, ils ont le pouvoir. Ils ont toujours eu le pouvoir depuis qu'ils ont déposé le président Ibeka. Mais comme la communauté internationale a fait la pression, parce que c'est là où j'ai rejoint. Donc, il ne faut rien dire. Non, c'est pourquoi j'ai rejoint. Il n'y a aucune espèce de... J'ai rejoint M. Keïta sur ce point, parce qu'il y a une partie du peuple malien, une fois qu'ils pensent que le départ d'Ibeka, le problème était résolu, ce n'est pas. Il faut continuer à... Mais pourquoi vous continuez de parler de... Il faut continuer à soutenir. Non, il faut continuer, parce que depuis, c'est ça, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, parce que le départ d'Ibeka, on n'a pas soutenu l'armée, c'est là que je rejoins M. Keïta. Les hommes politiques étaient là. Les sanctions ne servent à rien, il faut oublier les sanctions, il faut l'unité au Mali. Même s'il y a des sanctions, il faut qu'on soutienne, soit on soutient l'armée, la communauté internationale est obligée de se replier. Mais parce qu'il y a une jurisprudence aujourd'hui qui donne raison à la junte malienne. Parce que la junte malienne a cédé le pouvoir en donnant aux civils, mais aujourd'hui l'histoire donne raison à la junte malienne. Parce que la junte malienne a un argument qui tient aujourd'hui, qui permet de dire, qui permet de mettre mal à l'aise la communauté internationale. C'est la jurisprudence du Tchad. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que nous sommes dans un rapport de force? Pourquoi la jurisprudence du Tchad ne s'applique pas au Mali? Je suis en tant que Malien, qui doit gouverner en temps de crise? Si c'est l'armée, je suis pour l'armée. Mais si on ne sommes pas en temps de crise, on peut donner aux civils. Mais aujourd'hui, je pense qu'au Mali, ce n'est pas une question seulement uniquement. Vous pensez que la situation... Mais vous avez raison de l'évoquer. En tant que Malien, il faut un accord. Si tous les Maliens sont d'accord, c'est là que pour faire face aux sanctions de la communauté internationale, je pense que le peuple malien doit sortir massivement. J'appelle de soutenir l'armée. L'armée prend les rênes du pouvoir. Ça, il ne soutient pas l'armée. Une remise en place de l'État. L'État qui s'est effondré depuis 2012. Vous, il a soulevé une interrogation que vous semblez partager. Pourquoi condamne-t-on le coup et pourquoi ne condamne-t-on pas le coup d'État au Tchad et on condamne le coup d'État malien? C'est ça la question. Oui, c'est ça la question aussi. Mais la crise malienne précède la crise du Tchad. Depuis 2012, l'État s'est effondré au Mali. Le pays est occupé dans les 3/4 par des bandes qu'on ne peut pas définir. Et aucune autorité, ni militaire, ni administrative, ne contrôle. Mais rien du tout. Donc vous très rapidement résumer, comme on me dit qu'il n'y a pas assez de temps. Pour vous résumer très rapidement, vous pensez que les circonstances, la situation au Mali mérite également qu'on ait un regard de bonheur vis-à-vis de la junte militaire comme on l'a fait au Tchad. Une intervention de l'armée, j'ai bien dit tantôt, le corps socio-professionnel le mieux organisé. Et surtout par des jeunes officiers qui ont une notion de l'éthique militaire et de l'organisation de l'État et la protection de l'État. C'est le territoire du Mali qui est en danger depuis 15 ans.
20 ans, D'accord. etc. Et Et ces la jeunes-là solution- ont une option. Et la solution est avec la junte militaire. Absolument. Je le Ah, maintiens. Pas avec l'agence militaire seulement, il faut un Avec accord avec le l'armée. peuple malien, Je dis l'armée, les hommes politiques. l'armée. Parce que tous les Mais hommes politiques ne sont pas pour Non, les politiciens, la politique 5 classe, je l'ai dit tantôt, je le maintiens, a brillé par ses incompétences et son incurie. À part quelques éléments On sent vraiment une saturation chez vous, Oui, effectivement, du M5. avec la gestion du pouvoir politique par les civils. Voilà. Les civils mais ne peuvent aussi, pas. Vous avez une telle facilité à vous accommoder. Ils ont donné le de la spectacle prise de du leur pouvoir par la réalité, militaire. il y a la spectacle de politisation leur de l'armée aussi. incapacité. L'armée, l'échec malien, Oui. la crise malien, l'échec est partout. L'armée- Il y a une d'accord. partie de l'armée, C'est- une partie de d'accord. l'armée C'est qui a le- l'échec, c'est- tout c'est comme le- les civils aujourd'hui. mais il y a ce que vous dites Ce s'entend. sont les hommes politiques qui Tout ont comme organisé aujourd'hui, tout l'échec de Il y a l'échec de deux l'État au questions. Mali. Il y a deux questions qui jaillissent Voilà, de ça- ce que vous dites. Tout comme aujourd'hui, ce n'est pas l'échec seulement du président de la transition, le premier ministre de la C'est transition. l'échec C'est de l'échec toute la classe aussi. politique. Non, l'échec Le- aussi de de la- toute la transition, de la les organes de la politicienne transition. Parce classe que les qui est vice-présidents devenue font partie une de la culture transition. politique D'accord. au Mali. Tout le monde Mais- n'est pas partie de la transition. Même Monsieur M5 a Keita, échoué aujourd'hui. il y a deux Même questions. M5, Il y a tout le deux monde a sa part de la questions et responsabilité aujourd'hui. qui sont désormais sur la table. C'est est-ce que les échéances électorales prévues pour février et mars 2022 auront lieu dans ces conditions? Première question. Deuxième question, est-ce que, avec cette lassitude exprimée, le pouvoir reviendra encore un jour civil au Mali? Commençons par la première. Mais ils ont donné le spectacle de leur incapacité, de leur incurie. D'accord. Bon, alors visiblement, vous commencez par la deuxième. Du coup, la transition, elle sera militaire. La et transition les- était toujours militaire. D'accord. Il faut que le pays Mais- soit mais- dirigé mais par... là où les un deux questions se par- rejoignent, on va laisser Keita, s'il vous plaît. Oui, On va laisser. je vous on en prie, laisse j'aurais Keita. juste fini ma phrase. Dans un État qui s'est effondré et qui a un projet de relève, il faut une situation à la Jerry Rawlings. OK. C'est-à-dire au forceps. Et Assimi Goïta est Assimi- parfaitement le personnage. Tout à fait. D'accord. Je le maintiens. Ah ben écoutez, c'est votre position. votre position, votre avis. Et position Et il bien est- maintenue. Il était Dans ces toujours été. conditions, je rappelle hein, que l'URDAC Mali fait partie donc, du M5. Peut-on espérer effectivement que la transition prenne fin en février-mars 2022 avec l'organisation d'une élection présidentielle? Alors, oui, il faut espérer, pourquoi pas. Moi, je pense que la solution ne réside pas seulement entre les mains de la transition. Tout à l'heure, j'évoquais un peu la profondeur de la crise malienne. Aujourd'hui, est-ce que c'est un cadre institutionnel, légal, qui est en cause, ou c'est l'existence du Mali qui est en cause? L'URDAC Mali choisit l'existence du Mali. Oui. Donc, comment apporter les solutions pour permettre au Mali de continuer à exister, pour arrêter le bain de sang, pour aider le peuple malien? Bon, bain de sang, il y a pas. Il y a un bain de sang, monsieur. Vous D'accord. savez, Ok. dont les militaires d'ailleurs sont les premières victimes. Ah, de ce Quand nos point de villages, vue, on est d'accord. c'est ça la Absolument, question. d'accord, Quand nos totalement d'accord villages- avec vous. Quand nos villages sont détruits, Absolument d'accord. avec vous. Ogosagou, Totalement d'accord. Sobanda, j'en passe. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Appliquer l'accord d'Alger. Quand nos camps sont attaqués, pendant qu'on a Barkhane au Mali, avec Serval au départ, qui était dit qu'il était venu pour aider le peuple malien, mais on a vu que ça a été un échec. Barkhane C'est pourquoi j'ai dit tout le monde a échoué au Mali. Barkhane a remplacé Serval. 5000 hommes. Et là, on voit que c'est un objectif militaire. Aujourd'hui, Barkhane a été, comment on appelle, a remplacé l'opération Épervier, une mission vieille de plus de 28 ans au Tchad, qui en même temps est la porte d'entrée de la France sur l'Afrique. Donc moi, je pense que quand on a un tel événement qui se passe dans un pays comme le Mali, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut aider le Mali à s'en sortir ou on est en train d'assiéger le Mali et l'aider Ça à veut dire- s'enfoncer? ça veut- Donc ça du coup, veut- oui. pour Ça répondre veut- à votre question, oui, c'est ça. c'est l'existence du Mali qui nous intéresse. Ça veut Nous, dire que 2022 n'est oui, pas non, la priorité. je ne dirais pas cela. Ça passe nécessairement par quoi? Quand vous dites est-ce qu'il faut laisser le pouvoir aux civils? Non. Aujourd'hui, c'est au peuple malien de décider de son sort. D'accord. Comment créer les Attends. conditions Oui. pour un sursaut national, pour que le peuple malien puisse exprimer sa souveraineté, sortir de la tutelle, faire en sorte que les forces étrangères qui sont présentes chez nous puissent être utiles à la nation malienne et non à une rébellion ou à un terrorisme, dont les deux ont la caution dans cet accord que nous dénonçons, c'est l'accord d'Alger. Soit pour faire du Mali un nouvel État, l'Azawad,
qui va être créé pour donner aux Touaregs et Je aux vois Arabes, effectivement que soit vous faites pour faire du Mali, une fixation sur l'accord d'Alger. soit pour faire du Mali un État islamique. Dans les deux cas, nous ne sommes pas d'accord. Et nous pensons aujourd'hui qu'on ne peut utiliser notre organe de défense et de sécurité pour détruire notre nation. C'est cette voie que Bandaou avait prise. Quand Bandaou, dans sa déclaration, dans sa prestation de serment, nous disait qu'il va appliquer l'accord d'Alger, tout le monde sait que la difficulté du pouvoir de Ibeka était liée à l'application de cet accord. On sait qu'aujourd'hui, le Mali est gouverné selon l'esprit de l'accord d'Alger. Le dernier accord de politique de gouvernance que Ibeka a fait signer, qui a vu l'entrée même des hommes politiques au gouvernement qui jadis avait condamné le même accord, on a compris depuis là-bas l'esprit de la trahison. Le Mali est trahi, c'est ça la question. Donc comment sortir aujourd'hui de cette trahison? La gente seule ne peut le faire sans impliquer le peuple souverain. Donc l'URDAC Mali en appelle à tous les Maliens. Nous voulons un sursaut national pour faire comprendre à la communauté internationale que le Mali n'abdiquera pas, que nous renonçons à ces discours qui servent à trahir le pays et à nous livrer à nos ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, l'accord d'Alger, soutenu par les 5 pays, membres permanents du Conseil de sécurité, n'est pas l'alpha et l'oméga pour la paix au Mali. Donc aujourd'hui, le sort du Mali est entre la main des Maliens. Tout à fait. Alors, quand vous parlez de souveraineté populaire, le seul mécanisme, M. Maïga, c'est pour résumer ce qu'il dit, on a bien compris qu'il y a des priorités qui sont liées à l'existence même du Mali. On ne doit pas se fixer une échéance comme une épée de Damoclès sur la tête des Maliens. Non, ce n'est pas votre priorité. On ne respecte pas un agenda politique. Merci. Nous respectons l'agenda du Mali. Mais le seul mécanisme par lequel le peuple exerce sa souveraineté, c'est l'élection. Il n'y a pas autre chose. Là, on est sur la voie. Ce que nous proposons n'exclut pas l'élection. Mais ça nous exige d'abord de résoudre les problèmes les plus urgents. Que le Mali reprenne le commandement militaire. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la France, au lieu de prendre des sanctions ciblées? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la France de revoir les mécanismes opérationnels de Barkhane dans le Sahel? Absolument. Pour être du côté du peuple. Qu'est-ce qui empêche la France aujourd'hui de permettre à l'armée malienne, qui ne soit pas l'armée nationale reconstituée, d'aller à Kidal? Qu'est-ce qui empêche la France aujourd'hui de prendre cette décision? C'est la faute à qui? C'est la faute des hommes politiques maliens qui fait des tontines politiques, qui se soumet à la dictature de la communauté internationale. Mais les propositions... Depuis 2015, vous mettez en œuvre la loi de programmation militaire. On laisse le doyen, le doyen, oui. Monsieur Maïga. Voilà. Ces terrains que je connais, que j'ai écumés depuis ma naissance, qui sont des terrains découverts. Qu'est-ce qui empêche à Barkhane de déloger ces terroristes qui terrorisent, mais au quotidien... Parce qu'ils le peuvent, selon vous. Parce qu'ils le peuvent. Ils savent où sont les terroristes. Ils savent où ils sont. Pourquoi ils ne le font pas? Qui les finance? Première chose. Deuxième chose. Écoutez, je ne sais pas. Je vais ajouter à ce que Keïta disait. Oui. Eh bien, quand on observe ces choses-là, on n'a que de l'indignation. Parce qu'on sait très bien que tout est laissé à volo. Et pour quelle raison? Eh bien, ça va donner... je vais un peu au-delà. Ça va donner des frustrations dans la hiérarchie de l'armée qui est frustrée. Qu'est-ce qui empêche l'armée malienne dans son déploiement de ne pas être à Kidal? Pourquoi? Écoutez, vous soulevez là des interrogations importantes, mais que nous évoquerons peut-être un autre moment. Dans une autre émission. Je pense qu'il faut faire un référendum. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Il y a eu une territorialisation. La territorialisation. Il y a eu une territorialisation au Mali. Merci. Pour finir, Monsieur Maïga, merci. Bala Cissé, merci. Vous vouliez dire quoi très rapidement? Alors, quelques petites secondes. Quelques petites secondes. Assimi il a dit que les élections se dérouleront en 2022. Ce n'est pas possible. Ils tiendront le calendrier. C'est une erreur politique. Donc déjà, c'est une bonne volonté manifestée. Il faut lui faire confiance. Mais est-ce que la réalité nous permettra? On le saura. La grande Merci à vous. Mais qu'il reste lucide je vous remercie. Qu'il sursoit à cela. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On souhaite au Mali et aux Maliens une transition apaisée. Merci. Dans le bonheur du peuple malien. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.